Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à votre chaîne. Nous sommes ici pour une émission spéciale avec le ministre de la Justice, le vice-premier ministre, ministre de la Justice ad intérim, Maître Bernard Takaichi Ngumbi. Il a décidé qu'à la fin de son mandat, il puisse rendre compte au peuple congolais, rendre compte, donner le bilan de son travail à la tête de ce ministère pendant les 9 mois qu'il a eu à assumer l'intérim. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de mes confrères de Top Congo, Rémi Moulingati et Ambroise Mamba de Congo Web Télévision. Avec ces confrères, nous allons poser des questions au ministre, qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a fait pendant les 9 mois, qu'est-ce qui reste à faire, et puis quels sont les grands dossiers qu'il a eu à traiter. C'est autour de ça que nous allons donc nous entretenir avec vous. Excellence, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup, Excellence. Voilà, sans plus tarder, Excellence, nous voulons savoir, vous personnellement, vous avez eu à gérer le ministère d'abord comme vice-ministre et après, vous avez eu à gérer tous les ministères alors comme vice-premier ministre, ministre de la Justice ad intérim. Quel bilan, de manière globale, vous pouvez dresser à l'intention du peuple congolais qui vous suit? Très bien, merci beaucoup pour la question. Parler des bilans, ce serait peut-être essayer d'être beaucoup plus prétentieux, mais nous avons quelques réalisations que nous avons faites. D'abord, nous sommes sentis très à l'aise parce que nous sommes juristes d'abord nous-mêmes, avocats de profession, et que rien ne pouvait nous être étrange. Et de ce point de vue, nous avons eu à prendre à bras de corps le ministère et nous l'avons dirigé comme l'opinion peut les constater. Et donc, les bilans, c'est... Nous pouvons dire que nous avons travaillé, il n'y a que l'opinion et vous les journalistes que vous êtes qui pouvez apprécier le travail que nous avons fait au courant de cette période-là où nous avons eu à assumer l'intérim du ministère de la Justice. Donc, en ce qui me concerne, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons... il y a l'INAFORGE qui est opérationnel, il est en train de fonctionner. Quand bien même qu'il y a certaines choses qu'il faut encore réajuster, l'INAFORGE est opérationnel, tout le monde le voit. Nous avons lancé il y a peu la construction de l'extension de l'INAFORGE d'ailleurs, que nous avons voulu ériger la prison de Luzumu, où on va construire une école, donc l'extension d'une école professionnelle qui doit former les personnels pénitentiaires. Donc nous avons un très grand projet, nous avons une grande vision pour essayer de voir comment nous pouvons tenir nos prisons, et on ne peut pas tenir nos prisons avec des gens qui ne sont pas professionnels. Donc nous avons voulu lancer cette école pour former ce personnel et que ces personnels puissent s'entretenir, s'occuper de nos prisons pour essayer d'améliorer les conditions de vie, les conditions de travail de nos prisons. Donc,
Et nous avons fait beaucoup de choses. Il y a également des dossiers que nous avons gérés. Il y a les dossiers Ouganda que nous avons changé toute la structure, changé l'équipe. Et aujourd'hui, je crois que demain ou après-demain, les plaidoiries vont devoir commencer. Nous avons nommé un nouveau co-agent qui est en train de travailler d'arrache-pied. En passant, je félicite les co-agents, qui est un homme très actif, à la personne du professeur Yvon Mingachang. Je crois que je ne me suis pas trompé de l'avoir nommé co-agent, parce que c'est un garçon qui est très dynamique. Et il a remis toute l'équipe en chose, de défenseurs des intérêts de la République. Dans ce dossier-là, un grand dossier qui est regardé par toute l'opinion de la République, et même de l'opinion internationale. Et donc, nous avons mis une équipe qui est musclée et qui va nous apporter certainement un bon résultat. Donc, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons géré au quotidien, sans beaucoup de scandales. Nous avons géré au quotidien le ministère. Je crois peut-être que l'opinion risque de me tromper et est satisfaite du travail que nous avons abattu au ministère de la Justice. Alors, pendant ce petit temps d'intérim, 9 mois, qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui n'a pas été selon vous? Ce qui m'a plu, c'est que d'abord je me sentais à l'aise, parce que c'est un domaine que je maîtrise mieux, tout en étant avocat de profession. Donc les dossiers, j'avais la maîtrise de tous les dossiers. Et ça, c'est de un. De deux, les collaborateurs étaient à même, quand bien même c'est pas moi qui avais recruté ces collaborateurs, mais étant donné que j'avais une vision, j'avais une façon de travailler, j'avais une approche qui avait plu à ces collaborateurs, qui m'ont suffisamment aidé dans la réalisation de certains projets, dans le traitement de certains dossiers. Et donc, j'étais très à l'aise dans le traitement de ces dossiers, dans la réalisation de certains projets, donc j'étais très à l'aise. Ce qui ne m'a pas plu, c'est que, bon, en fait, lorsqu'on est intérimaire, on est limité, hein, on n'a pas assez de marge de manœuvre. Et bon, là, s'il faut orienter le dossier dans tel ou tel autre sens, il fallait se référer le plus rapidement possible à certaines autorités pour qu'ils, en définitive, puissent m'aider à prendre une décision. Et donc, ça m'embêtait un tout petit peu. Et bon, quand cela ne tienne, mais nous avons quand même eu la confiance du chef, des deux chefs, dont le Premier ministre et le Président de la République. Et donc, je crois que ces deux personnalités n'ont pas été déçues de mes prestations ou de ma prestation. Donc, vous partez avec le vœu ou bien avec le sens d'un travail bien accompli? Oui, j'ai un sentiment d'un travail. Je suis vraiment très comblé. Je crois avoir fait ce qui était nécessaire. Ce qui était nécessaire, ça veut dire, bon, en fait, dans le petit temps que j'ai eu à gérer les départements, j'ai fait beaucoup de choses. Et il y a beaucoup d'autres projets que nous avons initiés et qui sont en cours et pour lesquels nous félicitons d'avoir initié ces projets-là. Voilà. En vous suivant tout au début, dans le bilan, vous avez évoqué les dossiers Ouganda, les dossiers d'Igoil. Je vous passe Ambroise Mamba, qui a des questions sur ces dossiers-là. Si vous pouvez nous dire de quoi il était question exactement. Merci Gustave. Monsieur le ministre, vous avez eu à piloter les négociations entre la RDC et Digoy. C'est un dossier que vous avez hérité de l'administration Kabila. Il y a la Cour internationale d'arbitrage qui avait condamné la RDC pour payer les dommages et intérêts. Il y a des sommes colossales. Pendant que vous êtes en train de quitter ce ministère, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de ce conflit entre la RDC et Digoy? Bon, je suis très content que vous ayez posé cette question-là parce que c'est une question qui hante la majorité des Congolais qui ne comprenaient pas comment les choses se sont passées. Et parce que j'ai même vu des articles que des gens ont publiés autour de cette question-là. Donc, le régime Tshisekedi, le régime en place, n'a pas commencé avec ces dossiers. Ce dossier a commencé avec le régime passé.
Et sans risque de me tromper, le dossier a été très mal, je dirais, je pèse bien mes mots, a été très mal géré par le régime passé. Donc, qu'est-ce que j'entends parler par être très mal géré? Il y avait un contrat sur le puits, en fait, sur le gisement pétrolier, avec cette société. Je ne saurais pas entrer dans le détail. Il y a eu un contrat, mais le contrat n'a pas été respecté. La décision, donc l'ordonnance que devait prendre le président de la République, il ne l'avait pas prise à temps réel, il l'a prise après que la République démocratique du Congo ait été condamnée. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Ça veut dire que le président de la République, lorsque le dossier, le conflit a éclaté, la société d'Igoël a esté en justice la République démocratique du Congo pour non-respect des contrats. Et, sans entrer dans le détail, la République a été condamnée. Et c'est lorsque la République a été condamnée que le président de la République, de l'époque, a pris l'ordonnance pour sanctionner ces contrats-là, alors qu'il fallait le faire avant. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, lorsque la République a été condamnée, nous avons fait le nécessaire pour que nous puissions essayer de réduire les risques. Ça veut dire quoi? Nous avons fait de sorte que nous puissions éviter que cette condamnation soit exécutée. Ça veut dire que nous sommes allés en appel, mais malheureusement, nous n'avons pas été suivis. Pas parce qu'on n'avait pas le moyen de droit, c'est tout simplement parce que aussi nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir payer nos avocats qui devaient défendre les intérêts de la République. Et donc, lorsque nous avons été condamnés, nous avons fait opposition. Pourquoi opposition? Parce que, tout simplement, les dossiers n'avaient pas été descendus. C'est pourquoi j'avais dit que les dossiers étaient mal gérés. Et on reçoit les honoraires après. Mais en Europe, aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Lorsque vous confiez un dossier à un avocat, il doit se faire payer avant ses prestations. Ce qui n'a pas été le cas. Nous avons essayé d'insister pour que ces avocats puissent nous défendre, mais ils ont été catégoriques. Catégorique, ça veut dire qu'ils ont d'abord voulu qu'ils soient payés avant de faire quoi que ce soit. Eh bien, nous avons fait le nécessaire ici à l'interne pour solliciter pour que ces avocats-là soient payés. Ça n'a pas été possible. Jusqu'au moment où je parle, je crois qu'il y a de bons engagements qui traînent encore dans les tiroirs de certains ministres. Donc ça n'a pas été le cas. Et là aussi, la République a été condamnée par défaut. Par défaut, pourquoi? Parce que nos avocats ne s'étaient pas présentés et que nous n'avons pas défendu notre cause. Et donc, on ne pouvait plus rien parce que les dossiers étaient en amont mal traités, mal gérés, et nous nous sommes contentés de toutes ces décisions-là. Nous avons constaté que nous étions en face des décisions qui étaient exécutoires. Et qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce cas-là? Alors, en tant que ministre de la Justice, et en rapport avec la décision qui avait été prise au Conseil des ministres sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui nous avait donné mandat de pouvoir négocier tous les contentieux, ou en fait, tous les contentieux en international, pour que nous puissions minimiser le risque d'exécution forcée à l'étranger. Voilà. Et c'est ça ce que nous avons fait avec Digoël. Nous avons approché Digoël. D'abord, c'est Digoël qui nous a approchés. Et nous ne pouvons pas rester insensibles parce que, bon, en fait, quand quelqu'un qui a sa décision, il est toujours fort et qui vient vers vous pour négocier, nous ne pouvions pas rater cette occasion-là. C'est comme ça que nous avons pris la situation à bras le corps et nous avons entamé des négociations avec ces négociations-là. Je ne les avais pas menées seules. J'étais accompagné de tous les ministères sectoriels, dont le budget, les finances, et même la présidence et la primature. Donc, nous avons mené des négociations qui ont pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait absolument réduire les angles.
Et nous avons réussi. Nous étions condamnés à 600 millions, 650 millions, quelque chose comme ça, de dollars, de dommages et intérêts. Mais, bon, en fait, on a essayé de réduire les angles et nous avons négocié. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes tombés sur 300 000. Et donc, nous avons fait la moitié, donc 50% de ce que nous devrions payer. Donc, pour moi, c'est un pari, c'est un challenge, c'est quelque chose de bénéfique pour la République. Au lieu de payer 600 millions de dollars, en fait, on doit payer 300 millions. Je crois que c'est quelque chose de bénéfique. Quand bien même, c'est toujours trop beaucoup pour la République, mais pour minimiser les choses, nous sommes arrivés à ce stade. Et donc, nous avons soumis le projet de contrat, et j'ai fait la note technique, j'ai envoyé à la présidence et à la primature, et il appartient aux autorités, à la hiérarchie, de pouvoir décider de ce que nous devons faire avec la suite. Donc, quel conseil donneriez-vous à la République à ce stade pour que la tutelle qui va vous remplacer mène à bon port ce conflit? Je crois que le ministre de la Justice en ce moment n'a plus rien à faire parce que nous avons fait l'essentiel. Mais ce que nous devons conseiller à la République, en tant que ministre de la Justice, la personne qui est en train de gérer ces départements, c'est le respect des engagements. C'est le conseil que je peux donner. Et je dis encore que l'État congolais, ce n'est pas parce que nous sommes l'État que nous ne pourrons pas être respectueux des principes. Parce que nous, c'est aussi ça l'État de droit. L'État de droit, c'est le respect des engagements. Nous avons pris des engagements, nous devons les honorer. Et pas les honorer n'importe comment, il faut les honorer tels que prévus par les contrats. Sauf cas de force majeure. Mais sinon, moi je conseille à la République de pouvoir honorer ses engagements, c'est-à-dire payer graduellement tel que nous l'avons prévu, et payer Tigloel, je crois que ça va essayer de diminuer la tension. L'autre dossier, c'est le conflit entre l'Ouganda et la RDC. C'est aussi un vieux conflit qui date, vous l'avez aussi hérité. L'Ouganda avait été condamné, mais jusqu'à aujourd'hui, les Congolais veulent en savoir plus. On en est où? Oui, l'Ouganda, certes, avait été condamné, mais je ne sais plus revenir parce que toutes ces péripéties-là sont connues par l'opinion congolaise. Mais ce que je voudrais dire au peuple congolais, c'est que ces dossiers aussi étaient gérés pas très corrects. Il y avait des combines qui n'étaient pas bonnes. Bon, en fait, moi, c'est peut-être que quand les gens disent au Colombo, on est pauvre. Ce n'est pas ça. Moi, je suis venu travailler et moi, j'ai un principe. C'est d'abord le travail, le reste après. Et moi, j'ai dit que quand j'ai trouvé les dossiers, j'ai trouvé qu'il y avait trop de poteaux et qu'il fallait absolument recadrer, orienter certaines choses. Ce qui fait que je me suis obligé d'abord de dissoudre la commission, la fameuse commission qui était là, qui n'en était pas une. J'ai été obligé de dissoudre. Il y avait de professeurs d'université qui défendaient nos intérêts, qui avaient déjà fait défection parce que le dossier était mal géré par des gens, les gens qui, nos prédécesseurs. Et on a mis une autre équipe. J'ai changé les co-agents. J'ai demandé aux co-agents de prendre contact avec ceux-là qui connaissaient déjà le dossier, mais qui avaient fait défection, et de le faire revenir. Et compte tenu du sérieux qu'ils avaient trouvé dans la gestion de ce dossier-là, ils étaient confiants. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas... Parce que j'ai fait pression à la République, en tant que tel, j'ai fait pression aux finances, j'ai fait pression au budget, j'ai fait pression à la primature, et ces défendeurs-là, ces avocats sont en train d'être payés, contrairement à ce qui s'est passé. Ils sont en train d'être payés parce que j'ai essayé d'organiser cette équipe, j'ai donné le rôle à chaque, et j'étais en train de suivre, jusqu'au moment où je vous parle, je suis en train de suivre avec beaucoup d'attention ce qui est en train d'être fait. Donc, ce qui est vrai, la condamnation, c'était juste, le tribunal avait reconnu que l'Ouganda était fautif et qu'il fallait payer. Quant à la rémunération, c'est l'étape que nous avons entamée. Et donc, c'est maintenant, je crois, à partir du 20, les plaidoiries vont commencer.
Et bon, en fait, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu les tribunaux la Cour avait mis en place une commission d'experts qui avait travaillé, qui a donné des résultats. L'équipe a travaillé et ils ont donné des amendements par rapport au rapport des experts. Et donc, pour le moment, tout fait confondu, je crois que prise en compte que, en fait, l'Ouganda sera condamné à un dommage-intérêt beaucoup plus important. Je ne sais pas encore le dire, mais je crois que c'est au-delà de nos prétentions, de ce que nous avions prévu. Hein, est-ce qu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup de préjudices que la RDC avait subi et qu'il faut absolument la dédommager comme il fallait. Vous voulez rassurer que l'équipe que vous avez mise en place va gagner la bataille? Je suis sûr parce que nous avons mis du sérieux dans ce dossier-là. Et je crois que tout le monde est content, les défendeurs sont contents, sont très engagés. Et je pense que le droit est de notre côté. Nous ne serons pas déçus. Parce que vous avez eu à scruter autant de contentieux internationaux, qu'est-ce qui fait que la RDC perdait toujours en international? Jamais la RDC a remporté un contentieux. Non, je vais vous compléter, parce que ce n'est pas seulement en international, en interne comme en international. Donc c'est le manque du sérieux des gens qui gèrent les dossiers. C'est tout simplement ça. Les avocats, vous avez comme moi, j'ai pris une circulaire ici, en ce qui concerne les dossiers gérés en interne, j'ai pris une circulaire, ne peut prétendre défendre la cause devant un tribunal ou devant une cour que l'avocat qui doit être porteur de la procuration spéciale, signé par le ministre de la Justice, à défaut le vice-ministre de la Justice. Et ça, c'est pour éviter ce qui était en train de se passer, parce que, bon, en fait, il y a des avocats qui se mettaient, qui faisaient des combines, et qui se mettaient du côté des adversaires, et qui complotaient. Ils disent, non, moi je suis un contrat avec la République, il va là-bas, et il comparait tout en soutenant l'adversaire. Vous voyez, ce genre de choses. Sans procuration, sans quoi que ce soit. Et quand on dit, la République était représentée par, ça c'était du n'importe quoi. Alors, j'ai dit, cette histoire doit cesser, ne peut comparaître. Évidemment, il y a eu certains remous, les gens ont dit, non, vous avez violé. Non, on n'a pas violé, on n'a pas volé quoi que ce soit. Simplement, on a voulu remettre un peu de l'ordre dans la gestion de dossiers, des contentieux. Ça, c'est en interne. À l'externe, ce qui est à la base de nos échecs, de nos condamnations, je l'ai dit encore, c'est le manque de sérieux dans la gestion de ce dossier. Pourquoi je le dis? Simplement, nous pouvons avoir des avocats qui sont très engagés, mais qui malheureusement ne sont pas payés. En interne comme à l'externe. Ne sont pas payés à temps utile. Pensez-vous qu'un avocat qui n'a pas été payé, qui n'a rien, qui n'espère pas être payé dans un bref délai, puisse se donner corps et âme pour défendre les intérêts d'une personne qui est presque irresponsable? C'est ça le problème. C'est ça le problème, et je pense peut-être que les choses sont en train d'être remises à l'ordre, et je crois que dans l'avenir, nous sommes en train de prendre petit à petit conscience de ce genre de choses, et je crois que les avocats doivent commencer à être payés, ça je suis sûr, et les dossiers doivent commencer à être gérés normalement. Voilà, nous sommes en train de parler sur vos réalisations à la tête du ministère de la Justice. Quelles sont vos réalisations? Il y a Rémi Moulingati de Top Congo qui doit vous interroger là-dessus. Excellence, Monsieur le ministre, vous avez fait une tournée dans différentes provinces pour faire l'état des lieux du système pénitentiaire congolais. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a été fait après votre tournée par rapport à tout ce que nous apprenons dans différentes prisons, les bâtiments vétustes, il y a des problèmes d'alimentation, problèmes d'eau, d'électricité. Qu'est-ce qui a été fait après votre tournée? Très bien. Merci pour cette question-là.
Je dis d'abord que j'ai fait juste une tournée que je pourrais dire échantillon, parce que je devais faire le tour de toutes les prisons de la République. Mais j'avais commencé déjà ce monitoring à partir à l'est du pays. J'ai visité Goma, j'ai visité Bukavu, je devais aller à Beni, malheureusement avec tout ce qui est comme insécurité. Les services de sécurité m'avaient déconseillé d'y aller. J'ai été à Kindu, j'ai été dans le Congo central. J'ai vu moi-même que, je l'ai toujours dit, que ça n'a rien à voir avec on ne peut pas appeler ça prison. Bref, on ne peut pas appeler ça prison, c'est vraiment ce que nous appelons des prisons sont des bâtiments qui sont dans un état d'abandon total, où il nous faut beaucoup de choses à faire. C'est que nous avons l'obligation non seulement de réhabiliter, mais aussi de construire d'autres prisons et de délocaliser celles qui existent, certaines d'entre elles. Parce que comme la prison centrale de Makala, elle est déjà en pleine ville. On ne peut pas avoir une prison de cette dimension-là en pleine ville. C'est comme ça que nous avions déjà initié un projet de faire une extension, commencer par une extension en dehors de... Nous avons d'ailleurs écrit au ministère des Affaires foncières, si nous pouvons bénéficier de ces services, ça veut dire avoir un terrain où nous devons envisager de localiser cette prison-là. Donc, nos prisons sont dans un état d'abandon total. Nous avons l'obligation non seulement de les délocaliser, mais aussi de construire d'autres prisons, à défaut de réhabiliter celles qui existent. Je ne suis vraiment pas d'accord de l'hypothèse où il faut envisager la réhabilitation parce que ça va nous coûter trop cher. Le mieux pour moi serait de les délocaliser parce que pour la plupart, ce sont des prisons qui sont construites en pleine ville. Et il faut les délocaliser, il faut les mettre loin de la ville ou des villes. Voilà à peu près la situation de... Voilà. Par rapport à cette question-là, dans le cadre toujours, parce que nous avons l'argent, nous n'avons pas assez de moyens pour évidemment construire ces prisons, mais j'ai commencé à envisager d'autres possibilités. Non seulement faire appel à certains partenaires, mais aussi j'ai pensé pour les prisons qui sont en ville, en pleine ville, particulièrement parce que je parle de la prison de Bukavu, qui est en pleine ville et qui est dans un état presque d'abandon. J'ai pensé qu'il fallait, parce que j'avais fait un déplacement là-bas, j'ai pensé qu'il faudra délocaliser cette prison-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire parce que nous n'avons pas de l'argent? Nous n'avons pas d'argent et moi j'ai cherché un partenaire et j'en ai trouvé un qui est natif de là et qui est disponible à faire le marché des donnant-donnant. Donnant-donnant, ça veut dire gagnant-gagnant, ça veut dire nous allons évaluer la valeur vénale de la prison, de notre prison. Là. Nous allons évaluer la valeur vénale de la prison, de notre prison, là où se trouve la prison. Et lui doit nous construire une prison à un autre endroit où nous avons choisi. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il va construire, c'est notre type, parce que nous avons déjà une maquette, nous sommes en train de mettre en place une maquette, où nous aurons le même type de prison partout. Nous avons déjà le plan. Et ce monsieur a accepté de nous construire cette prison telle que nous l'envisageons, telle que nous le voulons. Quelque part où nous avons choisi, lorsqu'il aura terminé cet ouvrage, il va nous le livrer et nous allons lui donner l'espace qui est là. Lorsqu'on aura déjà délocalisé, on aura déjà amené nos prisonniers au nouveau site. Et donc, nous avons envisagé cela parce que ça nous évitera de dépenser de ceci, de cela, parce que nous sommes en train de chercher des partenaires qu'on ne trouve toujours pas facilement.
Mais cette possibilité nous rend beaucoup plus flexibles et ça peut nous permettre de construire même 3, 4, 5 prisons comme ça. Et donc, nous sommes sur ce projet-là et je crois que je vais devoir, avant mon départ d'ailleurs, je voudrais présenter envoyer ce dossier-là, ce projet au Premier ministre et au Président de la République pour qu'ils apprécient ce que je suis en train d'envisager. Je pense peut-être qu'ils seront satisfaits de cette démarche-là et peut-être qu'ils pourront valider le projet et pour que ça aille le plus rapidement possible. Donc ça c'est un début juste pour ce qui est de toutes ces prisons-là. Mais notre préoccupation majeure c'est de construire d'autres prisons. Donc c'est ça l'objectif. Et je crois que ces sons-là, nous l'avons déjà porté devant les instances supérieures. Et je crois que nous sommes en train d'étudier là-dessus. Parlant toujours de vos initiatives, vous aviez annoncé la mise en place d'un cadre entre les magistrats et les ministères, un cadre qui va permettre un dialogue permanent entre les magistrats et les ministères par rapport à tous les problèmes qui rongent la magistrature en RDC. Comme vous avez laissé ces dossiers à quel niveau? Donc j'avais rencontré les conseils supérieurs de la magistrature et nous avions discuté là-dessus, nous avions échangé, pour ne pas dire discuté, nous avions échangé là-dessus. Et au cours de ces échanges, nous étions mis d'accord sur le principe qu'il faudrait créer un cadre de concertation. Et c'est un processus. Vous savez, le magistrat, pour le moment, ils sont jaloux de leur indépendance, ils ont ceci, ils ont cela. Mais ils ont trouvé que c'était un projet qui était très alléchant, qui était bon, et que nous sommes en train de le mettre en place. Je crois que le ministre qui va venir, il va continuer avec ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'il ne faudra pas créer une rupture entre les magistrats, et qu'il y ait toujours une sorte de synergie pour éviter ce genre d'incompréhension. Des fois, il y a des grèves qui sont déclenchées suite à des incompréhensions. On a mal apprécié la chose. Au lieu d'aller vers la personne vers l'employeur, non, on fait la grève et ça perturbe le fonctionnement de la justice. Mais quand il y a ce cadre-là, ça permet le magistrat et le gouvernement d'entrer en contact, échanger. Là, le magistrat va savoir, non, là, il y a ça, et nous ne pouvons pas dépasser les limites. Et donc, ou soit nous pouvons faire ça, et nous sommes capables de faire. Le gouvernement va dire, je suis capable de faire ça, et je ne suis pas capable de faire ça, pour telle raison. Et là, ça sera une discussion mutuelle, et il y aura la compréhension, et les choses vont aller de l'avant. Monsieur le ministre, en dehors du fait que vous êtes ministre de la Justice, vous êtes également le président du caucus de l'UDPS du Séké du Maniema. Dernièrement, vous avez repris les commandes et selon nos informations, il y a une autre aile de caucus UDPS Maniema. Est-ce que vous connaissez cette aile-là? Ou bien, qu'est-ce que vous faites exactement pour réunir tous les ressortissants du Maniema qui sont à l'UDPS au sein de votre caucus? Très bien. En fait, je vous donne une petite historique. En fait, une petite historique, ça veut dire, en fait, je suis d'abord l'initiateur de ce projet-là, de caucus UDPS du Maniema. Le caucus, pourquoi j'ai initié cette structure, ce mouvement? C'est une association, un regroupement des enfants du Mali qui luttent au sein de l'UDPS, mais qui se retrouvent ici à Kinshasa. Et qui peuvent se retrouver dans d'autres provinces, en dehors de la province du Mali. Donc ils peuvent s'organiser comme ça, un caucus et ainsi de suite. Alors pourquoi je l'ai mise en place, cette structure-là? Je l'ai mise en place pour la simple raison que le Maniema était toujours inféodé par les deux provinces du Nord et du Sud. Et là, ce n'était pas normal. Lorsque j'ai regardé moi, je suis un ancien de l'UDPS. Ça fait plus de 28, 30 ans d'ailleurs que je suis dans l'UDPS. Et je me suis dit, en fait, moi, je ne suis pas seul, il y en a plusieurs.
Et lorsqu'on met en place l'exécutif du parti, les enfants du Maniema ne se retrouvaient pas. Mais par contre, il y a d'autres qui étaient là et moi j'ai commencé à trouver ça embêtant. Et ben, moi j'ai eu la chance d'être président de la jeunesse de l'UDPS à Minokine quand j'étais encore étudiant pendant 5 ans, j'étais élu. J'ai eu la chance d'être conseiller juridique de fait Thierry Tshisekedi, père en son âme, c'est d'ailleurs mon mentor en moi. J'ai eu la chance d'être dans le comité national, mais pas dans le bureau, le comité national du parti. J'ai eu la chance d'être secrétaire national, évidemment. À cette époque-là, c'était le secrétaire national chargé de mission de la province du Maniema. Mais ce n'était pas suffisant parce que je n'étais pas seul. Et l'exécutif qui a été mis en place par le temps de notre frère Kabont, il n'y avait pas pratiquement de gens. Sinon, il y avait des enfants de Maniema qui étaient au second plan. Il y avait vice, secrétaire national adjoint. Moi, je trouvais que ce n'était pas normal. Et lorsqu'il y a eu des nominations un peu partout, les enfants de Maniema ne se retrouvaient pas. Alors, j'ai dit non. Mais par contre, sur qui vous se retrouvait massivement, je trouvais que c'était incorrect. J'ai mis en place cette structure, non seulement pour fédérer les énergies des enfants de Maniema, qui luttent au sein de l'UDPS, mais aussi, lorsque nous serons fédérés, nous serons ensemble, nous devons commencer à revendiquer légitimement notre part dans le fonctionnement, dans les exécutifs du parti et partout d'ailleurs. Alors, nous avons effectivement mis en place cette structure, nous l'avons dirigée jusqu'au moment où nous avons été nommés membres de l'UDPS. Et comme nous n'avions pas assez de temps, en tant que démocrate, il y a un autre qui a été choisi, qui devait diriger, la personne d'un frère qui est à la présidence. Je suis allé même à son investiture, où il était, lorsqu'il devait prendre la commande du caucus. J'étais là, j'ai prononcé un discours qui était unificateur et mais lui malheureusement il n'a pas su organiser, non seulement organiser la structure, il n'a pas su booster la structure, et donc la structure était presque en voie de disparition. C'est comme ça que nous avons envisagé, toujours le membre du caucus, envisagé de me remettre les commandes en tant qu'initiateur, parce que je connais la philosophie de ça, et voilà. Mais il s'est fait malheureusement, je venais de dire que ne peut être membre du caucus que celui d'abord qui est dans l'UDPS, membre de l'UDPS, membre effectif de l'UDPS, pas sympathisant, membre de l'UDPS. Alors, lorsque j'ai pris la commande, mais malheureusement, c'est fait malheureusement qu'il y a une certaine dissidence s'est créée. Il y a, bon, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous dire pourquoi. Tout simplement, il y avait des calculs politiques, il y a des gens qui étaient instrumentalisés par des mains noires, cherchaient peut-être à combattre ma personne, mais en fait, malheureusement, elles ont échoué. Et ils ont mis une autre aile. Et cette aile-là, celui qui prétend être dirigeant de cette aile-là, n'est même pas du parti. En fait, il peut être membre du parti, c'est peut-être aujourd'hui ou demain, hier ou avant-hier qu'il a été membre. Mais il n'était pas. On ne peut pas venir aujourd'hui et prétendre commencer à diriger une association d'une grande importance de la formation politique. Donc nous avons fait une trentaine d'années. Excellence, si je vous ai bien suivi, c'est que maintenant, au sein du caucus, vous vous adonnez à la réconciliation des uns et des autres et puis aux actions de développement de votre province. Oui, justement, on n'a pas un autre objectif. Je dis ici que les caucus, d'abord, c'est de fédérer toutes les énergies des enfants du Maniema qui luttent au sein de l'UDPS. Et donc, nous n'avons pas de raison de rejeter certains d'entre eux. Et donc, tous ceux-là qui se croient être membres de l'UDPS est le bienvenu. Elle est bienvenue au sein du caucus.
Et nous allons faire ensemble, lutter pour non seulement que nous puissions nous retrouver partout, il n'est pas dit que c'est simplement M. Takaïche qui sera nommé dans des postes de responsabilité. Il y en a plusieurs. Et donc, nous devons, si nous ne sommes pas ensemble, on n'aura rien. Et bien, lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons faire quelque chose. C'est dans ce cadre-là que j'en appelle à la conscience de chacun et chacune des enfants de Maniema, pour qu'ils viennent, pour que nous puissions continuer ensemble et voir dans quelle mesure nous pouvons booster notre province au développement. Monsieur le ministre, une question qui concerne vos biens privés. Vous êtes ressortissant du Maniema, comme on vient de le dire. Il semblerait qu'il y a des antagonismes entre vous et le gouverneur Moussa Firi concernant votre résidence. Le gouverneur Moussa Firi qui venait d'être réhabilité, qui serait en train de se battre pour faire annuler les titres fonciers de votre résidence. Comment avez-vous accueilli cette information et que comptez-vous faire? Je dis tout simplement, monsieur le journaliste, c'est vraiment triste que ce genre de choses se passent. Moi, mon slogan, c'est que, contrairement à ce que faisaient nos frères, nos grands frères, nos papas, c'est de dire que faisons la politique autrement. Autrement voudrait dire pas d'insultes, pas de propos discourtois, désobligeants envers telle ou telle autre personne, petite ou grand. Ça veut dire petit ou grand. Nous sommes tous des enfants du Maniema. Le Maniema, c'est notre dénominateur commun. Moi, je suis un politique. Je ne peux pas faire la politique chez moi sans que je ne puisse pas avoir une résidence. Et c'est à ce titre-là. Ce n'est pas parce que je suis ministre de la Justice que je suis allé ravir la maison de quelqu'un. Non. Je suis formaliste. Je dis que je suis un avocat professionnel. J'ai plusieurs années dans la profession d'avocat. Et lorsque je fais quelque chose, d'abord de par mon éducation à moi, et tout le monde me connaît, je ne sais pas s'il y a... Je parle à la télé, hein, celui qui peut oser mettre son doigt, dire, écoutez, j'avais corrompu Maître Bernard, je crois qu'il pourra se tromper. Donc, j'ai acquis cette résidence, cet immeuble-là, en bonne et due forme. J'étais consulté, contacté, pour que je puisse acheter cet immeuble-là, cette résidence. Et je l'ai acheté en bonne et due forme, après avoir consulté les bureaux de cadastre. Ça veut dire les conservateurs des titres immobiliers, de la conservation des titres immobiliers. J'ai envoyé des avocats pour vérifier. J'ai eu des rapports. Je suis allé au ministère des Affaires foncières, je suis allé au ministère de l'Urbanisme et Habitat, et tout était clean. Il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher d'acquérir cet immeuble-là. Ce n'est qu'après que j'ai conclu le marché avec le propriétaire de cette parcelle-là. Je l'ai conclu en bonne et due forme, je viens de le dire. Mais avant que je conclue ce marché-là, le gouverneur Moussa Firi, il était candidat, acheteur de cette... Mais il s'est malheureusement fait que ça a coïncidé avec ces désagréments avec l'Assemblée provinciale, avec les députés provinciaux. Et ce qui a fait que quand il a été déchu, il est venu à Kinshasa, il n'a plus eu la possibilité d'acheter cette maison-là. Et donc, moi, quand j'ai été intéressé, je l'ai acheté en bonne et due forme. Mais curieusement, lorsqu'il a été réhabilité, il rentre là-bas, il dit, et je suis en train de le regretter, parce que moi je trouve que tous les enfants de Maniema sont des frères. Nous sommes des frères et sœurs. Et nous devons être ensemble pour regarder le développement de notre province parce qu'elle est pauvre. Mais si nous devons commencer à nous regarder les yeux et commencer à nous faire de la guerre, c'est du n'importe quoi. Cette résidence, je l'ai acquise en bonne et due forme et je ne crois pas l'avoir perdu. Je ne crois pas la perdre. Elle sera toujours pour moi cette résidence-là. Parce qu'elle l'est d'abord. Et il est arrivé là-bas, il a pris des décisions. Quelles sont ces décisions? Il a pris un arrêté. C'est incroyable. Il prend avec l'intention de nuire, parce qu'il n'est pas compétent pour prendre une telle décision. Il prend un arrêté
qui annule non seulement mon titre foncier, donc en fait les certificats d'enregistrement que j'avais, mais il annule aussi les certificats d'enregistrement de mon vendeur qui était déjà annulé du fait que j'avais déjà un certificat d'enregistrement. Vous voyez, et dans son arrêté, il dit, bon, je ne sais pas si ça a déjà, bon, enfin, c'est peut-être une jurisprudence, mais une jurisprudence malheureuse, où il dit le procureur général entendu, ce qui n'a jamais été fait. D'abord, il n'est pas compétent pour prendre de telles décisions. De deux, il ne peut pas dire le procureur général entendu, parce que c'est les magistrats qui doivent, en principe, nous départager. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il a animé. Ben, mais ce que j'ai compris, et c'est malheureux, je suis encore un ministre de la justice en fonction. Mais j'ai remarqué dans le chef d'un magistrat dans la province du Maniema un comportement qui est indécent. Un comportement pas d'un magistrat digne de nom. Qui s'est complaît à être à la trousse, donc en fait au service du mal. Qui soutient le mal. Même si c'est le président de la République qui vous fait pression. Vous, magistrat, sur tel ou tel dossier. C'est vous, le magistrat, qui devez lui dire, au regard de pièces que j'ai, Monsieur le Président, sous réserve, sauf votre respect, les pièces que j'ai démontrent que ces dossiers, cette résidence appartient à Maître Takaï Shengoumi parce qu'il a des titres. Ou c'est le contraire, ça veut dire, Monsieur le Président, au regard de pièces que j'ai, cette maison appartient à l'État congolais. Mais quand vous dites, écoutez, je suis en train de subir la pression de maisons civiles, non, ben écoutez, soyons quand même sérieux. J'ai toujours dit, j'en profite pour dire, j'ai toujours dit, je chante chaque jour auprès des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. Tant que le magistrat ne se sentira pas indépendant, ne mettra pas dans son fort intérieur qu'il est indépendant, ce pays ne va pas se développer. C'est le plus grand pilier pour le développement de ce pays. Mais je suis en train de constater avec regret dans le chef de ce magistrat un comportement pas digne. Ce n'est pas parce que je suis concerné. Mais il le fait pour moi, qui suis le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde-sceaux, faisant fonction. Il le fait pour moi. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire de petit peuple? Et c'est ça ce qui, malheureusement... Vous les avez sensibilisés lors de votre... Je l'ai fait. Je pensais que j'étais compris. Mais je crois que, bon, en fait, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, qui comprennent difficilement. C'est que même dans des classes, il y a toujours des gens qui échouent et des gens qui réussissent. Mais malheureusement, je ne pensais pas que nous pouvons avoir dans le rang de magistrats des gens pareils. Parce que nous n'avons pas besoin de ce genre de comportement. Nous n'avons pas besoin. Et aujourd'hui, les dossiers à quel niveau? Non, mais les dossiers, pour le moment, nous avions, comme tout autre citoyen, avec mes avocats, avec les concours des avocats, nous avions initié une action en référé suspension. Ça veut dire limiter les effets de cette forfaiture-là, de cet arrêté. Et cela, malheureusement, nous a été accordé par le juge de la Cour d'appel. On a arrêté les effets de ces. Maintenant, on a abordé les fonds. Et je crois que n'était certaines péripéties créées toujours par ces magistrats-là qui est en train de tracasser la population. Et sinon, on aurait dû connaître le sort. Ça veut dire le sort de ces... J'appelle encore une forfaiture, ces fameux arrêtés-là qui n'en est pas un. Et qui doit absolument être annulé. Ce n'est pas parce que je le dis, mais parce que je sais que le droit est de mon côté. Ce n'est pas parce que je suis ministre que je le dis. Non, c'est tout simplement parce que c'était de l'anarchie, c'est un abus de pouvoir. Hein? Et quand on doit prendre une telle décision, sachant qu'on n'est pas compétent de la prendre, eh bien moi je me dis, bon, en fait, est-ce que nous sommes dans un pays où on doit respecter le droit, que nous sommes en train de chercher à remettre en place, ou nous sommes dans une jungle. Comme ça, gratuitement, parce qu'on est gouverneur, ou on est procureur général, ou on doit faire ce qui... C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je dénonce ce comportement-là. Je les dénonce avec la plus grande fermeté.
Je pense peut-être que, bon, quand je vais rentrer dans ma peau de situation normale, dans ma citoyen normal, je vais m'occuper personnellement de ces dossiers-là. Monsieur le ministre, dans quelques jours, vous allez quitter vos installations. À ce jour, le peuple congolais peut retenir quoi sur les priorités du ministère de la Justice? Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a toujours dit, c'est sa chanson d'ailleurs, son refrain, un état de droit. Un état de droit ne peut être possible que lorsqu'il y a le concours matériel, efficace du ministère de la Justice. Donc le ministère de la Justice, c'est le pilier important. Je ne dis pas que c'est le plus grand, mais je dis que c'est le pilier important pour le développement de... Quand je parle du ministère de la Justice, je vois le Conseil supérieur de la magistrature, donc je vois la justice donc dans sa globalité. C'est le plus grand pilier. Et donc, non seulement que nous avons la charge de conseiller utilement le gouvernement, mais aussi de booster, de conseiller le magistrat pour qu'il fasse mieux et que nous puissions obtenir le développement de ce pays. Et donc, c'est une grande priorité, la mise en place d'un État réellement de droit que nous sommes en train de... C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Et donc, nous avons été dans une situation d'imbroglio, dans une situation difficile, et où on ne savait pas exactement comment implémenter ça. Et maintenant que le président a eu cette vision-là de mettre en place l'union sacrée de la nation, je pense, je crois, j'ai la ferme conviction que si nous dépassons ce stade ici, je pense que le pays va décoller. C'est vrai, quand il y a un avion qui va atterrir, il y a toujours des petites turbulences politiques, tout ça. C'est ça ce que nous sommes en train de connaître. Et je crois que lorsque nous dépassons ça et que nous atterrissons, je crois que l'avion va s'arrêter normalement. Donc, nous sommes en train de mettre cela en place. Et je suis convaincu, la grande priorité, c'est cela. Parce que quand on met l'état de droit, les investisseurs vont venir. Nous aurons beaucoup de capitaux. Nous aurons un climat d'affaires qui sera serein. Et le pays va connaître son essor, son développement. Et lorsque la justice est trop regardante, on ne peut pas voir aujourd'hui. Moi, j'ai fait 6 mois, 8 mois ici, 9 mois, je ne sais pas. Comme, et puis, bon, parce que j'ai fait ces 6 mois ici, ben, moi, je commence à construire des maisons qui dépassent de mes côtés. Où est-ce que j'ai trouvé cet argent-là? Alors, si tout le monde devait avoir ce comportement-là, et si les magistrats devaient être regardants, je dis, ben oui, il a été ministre, il a quel salaire? Il n'a qu'un salaire de 5 000 $, ou c'est pas moi là, de 2 000 $. Mais comment il peut se construire des bâtiments qui a autant d'aide? Où est-ce qu'il a trouvé de l'argent? Il n'est pas héritier. Il a trouvé cet argent où? Donc, si le magistrat, ça ne sera pas une tracasserie, doit être aussi regardant à ce genre de choses, je pense peut-être que ça sera le début, non seulement de l'éducation, une autre façon de voir les choses, et ça sera le début du développement de ce pays. Parce que nous allons commencer à respecter, si j'ai un signataire, j'ai la télévision qui est là, je ne dois pas la prendre, l'enlever, et parce que je dois partir avec. Donc il y a ce petit tapis là, parce que je dois partir, je dois prendre je m'en vais avec. Et cette table, non. C'est ça l'état de droit. C'est ça le respect de bien de l'État. Donc nous devons respecter bien le bien de l'État, nous devons nous respecter mutuellement. Nous devons respecter les autorités du parti pour qu'elles puissent bien faire le travail. Donc c'est le début du développement, c'est la grande priorité pour moi. Et ça va créer un fait d'entraînement et tout va aller dans le bon. Merci beaucoup, cher confrère Rémi Moulingati. Merci beaucoup, M. Ambroise Mamba. Merci beaucoup, Excellence, d'avoir répondu à toutes nos questions. Voilà qui met terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi.